Je vais finir cette vidéo par une citation de Baptiste Marché lui-même qui dit j'ai l'impression qu'en force, tu as la mentalité Twitter de plus en plus. On se congratule de perfs qui ne sont pas vraiment énormes. Quand un mec a de vrais perfs, c'est que des insultes. Oui, t'es chargé. Bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve non pas pour une vidéo technique, la vidéo technique arrivera un peu plus tard, mais aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo réponse suite à un podcast dans lequel ma fédération, la fédération à laquelle je suis profondément attaché, a été attaquée. Bonsoir, c'est un génie. Bon, c'était effectivement une blague, mais je fais cette vidéo en réponse à un podcast dans lequel Baptiste Marché, évidemment connu comme Bench et Cigare, a fait une intervention sur l'état des choses du powerlifting en France et à l'international de son point de vue. Évidemment, lui étant plutôt athlète WPC, même s'il l'a dit dans le podcast, il ne se raffilie pas, il ne se rattache pas à une seule fédération, vu qu'il concourt surtout à l'international. Moi étant plutôt FF Force IPF, je pense que c'était important et intéressant pour vous d'avoir deux avis, probablement divergents, mais évidemment en tout respect, et je vais simplement répondre à certaines idées ou à certains arguments qu'il a avancés, en espérant vous apporter un peu plus d'éléments de réponse et d'analyse pour que vous fassiez votre propre idée sur la réalité de la situation, avec un peu plus d'éléments en main que certains éléments que Baptiste a pu vous donner. Alors, évidemment, également, je comprends tout à fait que Baptiste a fait ce podcast en direct, one shot. Moi, de mon côté, j'ai simplement préparé des petites lignes, histoire d'avoir un fil directeur sur la réponse que je vais adresser, mais je ne trouvais pas ça juste d'écrire un texte tout préparé avec 50 000 recherches derrière, quand de son côté, Baptiste a simplement fait un podcast d'1 heure où il s'est assis pour discuter un peu de choses et d'autres, et de manière un peu libre et réfléchie, ça je dis pas, mais peut-être moins préparée. Donc je voulais qu'on ait cette égalité au niveau de la réponse, donc je me suis posé 20 minutes pour préparer ma réponse. Cette vidéo sera scindée en deux parties, une première partie sur les fédérations et une deuxième partie sur le dopage, puisque c'est un élément important de mon point de vue que Baptiste a un petit peu trop simplement évité et je voudrais en parler un peu plus profondément. Déjà sur l'aspect de fédération. Concrètement, Baptiste a avancé pas mal d'arguments comme quoi pour lui l'IPF n'a aucune légitimité à l'international et la FF Force n'a pas grande légitimité en France. Dans l'idée, je pense que la légitimité d'une fédération, de mon point de vue, est déterminée par sa capacité d'organisation, elle est déterminée par le nombre d'athlètes, elle est déterminée par la qualité de ces athlètes-là, elle est déterminée par la visibilité qu'elle peut avoir et vraiment plein d'autres aspects. Sur cet aspect-là, je pense que Baptiste n'a pas forcément une grande objectivité puisque étant anti-IPF, c'est évident qu'il va avoir tendance à amoindrir et rabaisser tout ce que l'IPF fait et au contraire va plutôt avoir tendance à élever ce que les autres fédérations font. Encore une fois, c'est tout à fait normal, lui étant anti-IPF et plutôt des autres fédérations. Voilà. Mais de mon côté, je me devais d'essayer de récolter quand même quelques informations les plus objectives possibles. Je fais évidemment partie plutôt de l'autre côté, du côté IPF, et donc probablement que ce que je reproche à Baptiste s'applique à moi, mais je vais essayer de donner des choses les plus objectives possibles. Je vais reconnaître les faiblesses de la fédération de laquelle je fais partie, mais je vais aussi reconnaître ses points forts. Déjà, premièrement, je pense que si vous allez chercher, vous faites une petite recherche rapide sur un site, de toute façon toutes les sources seront en description, vous verrez que lors de l'année 2019, alors j'ai pas pris l'année 2020 ni 2021 puisque avec la situation actuelle sanitaire, évidemment très peu de compétitions ont pu avoir lieu et donc ces années-là ne sont pas très représentatives de la réalité. J'ai donc pris l'année 2019 et sur l'année 2019, il y a eu autant de résultats internationaux dans la WPC que dans l'IPF. Donc du point de vue du nombre d'athlètes qui concourent, c'est à peu près 50-50, c'est à peu près kiff-kiff. Donc de ce point de vue-là, je dirais que l'IPF n'est pas moins légitime à l'international que la WPC par exemple, qui est la fédération que Baptiste a pas mal mentionnée. Effectivement, là où Baptiste a raison, c'est que aux États-Unis, il y a beaucoup plus de fédérations qu'en France. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt qu'en France, il y en a d'autres, mais les autres fédérations en France ne sont pas reconnues par le ministère des Sports. Et là-dessus, je vais essayer de développer très rapidement ce qu'il en est. Comme vous le savez, en France, le ministère des Sports a un impact et a une action. Et le but, c'est concrètement de dynamiser le sport dans le pays et de développer des stratégies de compétitivité du pays à l'international sur des sports.
C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, il y a une équipe de France de football, une équipe de France de basketball, une équipe de France de handball, etc. etc. Là, j'ai évidemment donné des sports avec la plus grande visibilité, mais je pense que c'est pour donner un exemple très concret. Par rapport aux résultats sportifs du pays, par rapport à l'essor du sport dans le pays, le gouvernement va avoir des subventions qu'il va pouvoir redistribuer au ministère et développer des stratégies pour dynamiser le sport dans le pays. Le but pour la force athlétique, c'est d'avoir cette même stratégie. Le but, c'est d'avoir un maximum de subventions pour pouvoir avoir de plus en plus de moyens et donc du coup de pouvoir dynamiser, développer et propulser le sport sur une plus grande scène. Puisque là, je rejoins à 100% Baptiste, c'est que en France, on a de moins en moins cette culture du sport. Et donc si on a de moins en moins cette culture du sport pour des sports connus, mainstream entre guillemets, on l'aura évidemment encore moins pour des sports de niche comme la force athlétique. Le but du coup, c'est d'avoir un maximum d'adhérents pour avoir un maximum de poids, pour avoir un maximum de compétitivité, pour avoir un maximum de génétique pool. On appelle ça le génétique pool. En fait, c'est cette espèce de soupe qui va être constituée par tous les athlètes membres d'un sport. Et par exemple, en France, une des raisons pour lesquelles on a une des meilleures équipes de foot au monde, et puis dans l'histoire, même de manière générale, c'est parce qu'en France, le foot est un sport extrêmement populaire. Vu qu'il est extrêmement populaire, il y a énormément d'individus qui s'y intéressent, qui pratiquent, et donc plus il y a de gens qui pratiquent, plus il y a de chances qu'on ait un champion, deux champions, trois champions, cinq champions, et là je parle de champions, je ne parle même pas de grands joueurs. Et donc, l'objectif d'une fédération qui se développe et qui essaie de développer le sport, c'est d'avoir un maximum d'athlètes en son sein pour pouvoir justement avoir ce génétique potentiel développé, mais également, et ça il faut être franc des fois, on va parler business, évidemment avoir de plus en plus de licences, avoir de plus en plus de moyens et d'avoir de plus en plus de poids pour derrière aller chercher de plus en plus de subventions. Le but c'est d'avoir un peu cette espèce de cercle vertueux. Et c'est là où vous comprenez un peu le problème de la FF Force, qui est donc la fédération délégataire du ministère des Sports, c'est que plus il y a de fédérations, plus les athlètes sont morcelés, sont dispersés, et donc moins le sport en lui-même a d'impact du point de vue du ministère. Je ne parle pas de manière générale sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je pense que ce serait pareil s'il y avait 5000 athlètes dans 10 fédérations différentes ou 5000 athlètes dans une fédération du point de vue de la visibilité du sport sur les réseaux sociaux. Mais du point de vue du chiffre, pour le gouvernement, pour le ministère, il faut avoir une fédération, 5000 athlètes et pas 10 fédérations, 500 athlètes. Sinon, ça donne l'image d'un sport désorganisé, morcelé, là où au contraire, le but c'est d'avoir un sport organisé avec une ligne directrice, un règlement, des athlètes soumis aux mêmes règles, etc., etc. Dans son exemple, Baptiste cite par exemple la boxe, en disant qu'en boxe, il y a différentes fédérations et que ça ne nuit pas au sport. Oui et non. La boxe est un sport infiniment plus connu que la force athlétique et c'est un sport qui est déjà établi, c'est un sport qui a une grande histoire derrière lui, contrairement à la force athlétique qui est un sport extrêmement jeune. Et là où la boxe a déjà fait sa place en tant que sport, la force athlétique, c'est pas du tout le cas. On a des années-lumière de ce rayonnement, de cet établissement. Et donc le but, c'est entre guillemets de tout créer en fait. Donc quand on n'est pas dans la FF Force, évidemment que cette stratégie entre guillemets hégémoniste de la FF Force va avoir tendance à être mal vue, notamment si on est des autres fédérations évidemment. Mais je pense que du point de vue du public, du point de vue du spectateur, l'idée, encore une fois, c'est de tout centraliser à un endroit et éviter un morcellement du sport. Et encore une fois, honnêtement, là je vais sortir un chiffre de mon chapeau, mais je pense que c'est à peu près ça. Je pense qu'on a peut-être 10 000 licenciés, 15 000 licenciés maximum en force athlétique, toutes fédérations confondues. Le but, c'est évidemment d'avoir une fédération avec 15 000, histoire d'avoir du poids sur la table et de pouvoir, encore une fois, au niveau du ministère, plus se développer et développer plus de stratégies. Pour continuer, par exemple, sur le foot, imaginez qu'il n'y ait pas une ligue en France, imaginez qu'il n'y ait pas un sport du foot en France, mais qu'il y ait différentes ligues, différentes fédérations de foot, et qu'il y ait la Ligue 1 de la fédération numéro A, la Ligue 1 de la fédération numéro B, la Ligue 1 de la fédération numéro C. Vous ne savez pas où regarder. Ce que vous voulez voir, c'est le foot, le meilleur niveau au foot, et vous n'êtes pas là à regarder la fédération 1, 2, A, B ou C, vous regardez la fédération. C'est un peu ça le but, et encore une fois, évidemment que cette stratégie a un point faible, c'est que si vous n'êtes pas dans la fédération, en l'occurrence la FF Force qui est la fédération délégataire au niveau du ministère des Sports, évidemment que vous qui êtes par exemple attaché à la WPC ou à n'importe quelle autre fédération, vous allez regarder ça d'un mauvais œil en mode eux ils ont des envies un petit peu hégémonistes, ils veulent nous faire mourir dans l'œuf, mais en réalité c'est pas vraiment ça l'idée. L'idée c'est de réunir un maximum de personnes autour de la fédération
qui a la délégation ministérielle et donc qui a la reconnaissance ministérielle. Mais évidemment, ce faisant, du coup, les autres fédérations ont tendance à avoir de moins en moins de monde, de moins en moins de publicité en France. Dans le podcast, Baptiste parle beaucoup des États-Unis. Alors, aux États-Unis, j'ai pas forcément une grande connaissance du fonctionnement là-bas. Je vais en parler de ce que je sais. Et ce que je sais, je le sais en ayant communiqué avec des athlètes qui sont dans l'USAPL, qui est donc l'équivalente FF Force aux États-Unis, donc la fédération qui est rattachée à l'IPF. Là-bas, aux États-Unis, il n'y a pas de subvention. Vous êtes un athlète de haut niveau, vous êtes le représentant international américain, vous n'avez pas de subvention, vous allez en compétition, vous payez vous-même votre déplacement, vous payez vos frais, etc. Sauf si vous avez des sponsors, des marques du coup privées. Là où en France, de mon côté, pour ceux qui ne savent pas, je suis athlète de haut niveau en force athlétique en moins de 66 kg. Quand il y a une compétition internationale, je ne paye pas mon déplacement, je ne paye pas l'avion, je ne paye pas l'hôtel, je ne paye pas l'hébergement. La seule chose que je paye sur place, c'est les courses et la nourriture tout simplement. Mais tout le reste, l'inscription à l'événement et tout ce qui est compris, je ne le paye pas, là où aux États-Unis, ils payent pour eux. Donc du coup, c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a différentes fédérations, c'est pour ça qu'il y a plein de fédérations aux États-Unis et qu'il y a cette parité au niveau international, qu'il y a ce 50-50 aux États-Unis. Comme je l'ai dit, sur l'année 2019, il y avait 1700 participants en WPC au niveau international et il y en avait 1700 au niveau IPF. C'est parce que il n'y a pas ce besoin ministériel, ce rattachement ministériel aux États-Unis. Et donc, du coup, d'autres fédérations sont ouvertes. Et la stratégie aux États-Unis n'est pas la même que celle qui est en France, puisque, encore une fois, la stratégie française se base sur un appui ministériel, gouvernemental, là où aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a autant de diversité en termes de fédérations et que cette diversité est même, je dirais, mise en avant, je pense, par rapport à la culture du pays qui est différente de la culture française. Maintenant, parlons de la FF Force particulièrement, puisque Baptiste en a longuement parlé dans la vidéo en donnant, selon lui, les travers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la FF Force, c'est une fédération qui organise la structure du sport en France, dans son sein, évidemment, encore une fois, vu qu'on a dit qu'il y avait d'autres fédérations à côté. La FF Force, de manière directe, elle organise les championnats de France. Et elle le fait de manière directe avec les clubs. Mais en dehors de ça, par exemple, si vous allez à n'importe quelle compétition à côté de chez vous en FF Force qui n'est pas une compétition nationale, donc par exemple un championnat régional, un championnat départemental, premier pas, deuxième pas, peu importe, bien que ce soit organisé par la FF Force sous l'égide de la FF Force, en réalité l'organisation dépend d'un club, l'organisation dépend d'une ligue. Et donc, des fois, je le reconnais à 100% et j'ai aucun problème à le reconnaître publiquement, étant moi-même membre de la FF Force. J'ai assisté à des compétitions où il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas normales. Le fait de ne pas permettre à des athlètes de faire des compétitions dans les meilleures conditions possibles, ce n'est pas normal. Et je suis le premier à constater le déclin du bénévolat, mais je pense que c'est le déclin du bénévolat en France de manière générale, et pas que dans le sport, et encore moins que dans la FF Force. Je pense qu'il y a un déclin du bénévolat de manière générale, certaines personnes qui ne comprennent pas que le but du bénévolat, c'est de mettre en avant le sport, de mettre en avant l'autre, et on met en avant l'autre sur notre temps personnel. Donc, si Baptiste donnait l'exemple de 3 athlètes et qu'on a fait passer à la chaîne comme des moutons, ben là je rejoins à 100%. Et j'ai déjà vu des choses similaires se produire. J'ai pas vu ça, 3 athlètes, let's go, mais c'est 3 athlètes et tu mets 2 minutes de passage entre chaque athlète. C'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Et encore une fois, je pense que là-dessus, la vision de Baptiste est un petit peu biaisée, puisque c'est pas la FF Force qui met en place ces règles et qui veut que ça se passe comme ça. C'est plutôt les clubs, donc au niveau vraiment de la ville en fait. Donc Jean-Michel par exemple, Jean-Michel et Cassandra et j'en sais rien et Karim, peu importe, on s'en fout, qui ont un club de force à 3 et qui eux organisent la compétition. C'est eux qui vont mettre en place la compétition et du coup si ça se trouve ils vont faire une super compète et ils vont prendre de leur temps, ils vont faire en sorte que les athlètes soient bien préparés, soient bien traités, que tout se passe bien, ou alors si ça se trouve c'est un mauvais jour pour eux, ils ont vite envie de rentrer chez eux et puis ils vont faire n'importe quoi et du coup vu que c'est une compétition FF Force, ça va tomber sur la FF Force. Mais là-dessus je pense que c'est le cas partout. Je pense que
on est plus d'un à avoir fait d'autres sports. Moi, j'ai fait du basket, j'ai fait du judo en compétition. Évidemment, je parle que des sports que j'ai fait en compétition. Et ça m'est arrivé d'aller dans des endroits pour faire des matchs où les gymnases ils sont claqués au sol, où il y a des bosses dans le gymnase, ou alors que le dojo au judo il est nul, que les tatamis sont craqués. Et voilà, j'ai pas appelé la fédération française de basket ou j'ai pas appelé la fédération française de judo pour me plaindre et dire ouais, vous êtes des connards, vous prenez pas soin de vos adhérents, etc. Non, parce que eux, ils sont au-dessus, ils peuvent pas tout organiser. C'est exactement pareil en FF Force. Donc je trouve ça facile de tout mettre sur le dos de la FF Force en mode oui, les compétitions FF Force c'est de la merde. Non, j'ai vu autant de compétitions FF Force ultra bien organisées et genre incroyables, tout comme j'en ai vu d'autres effectivement, et encore une fois je le dis, mal organisées et où le respect de l'athlète n'était pas central. Mais là, on ne peut pas en vouloir à la FF Force, on ne peut pas en vouloir au système, il faut en vouloir aux personnes qui organisent le jour J. Et là où par contre je rejoins Baptiste, c'est que pour moi, ces personnes-là qui organisent de cette façon-là, il faut des sanctions. Il faut mettre en place des sanctions, et là effectivement c'est plutôt à la FF Force de mettre en place ces sanctions, mais sanctionner la participation et dire aux personnes qui font des compétitions comme ça, si vous recommencez à faire une compétition où il y a des mauvais retours, alors à ce moment-là, vous perdez le droit d'organiser les compétitions à ce niveau-là. Je vais faire juste un bref passage. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé la force athlétique en 2016. Quand j'ai commencé la force, j'ai été à des compétitions, effectivement, qui n'étaient pas très bien organisées. Je ne connaissais pas trop, je regardais ça d'un œil un peu bizarre. J'ai eu quelques compétitions où l'arbitrage, c'est pas du tout que l'arbitrage n'a pas joué en ma faveur ou quoi que ce soit, mais je comprenais pas forcément ce qui m'était reproché, donc du coup, j'étais pas super content des résultats que j'avais fait, enfin bref, ce genre de choses. Et plus j'ai avancé, plus j'ai pris de l'expérience, plus du coup j'avais du recul pour bien observer les travers et les analyser. Et personnellement, j'ai été un peu mécontent de la manière dont les athlètes étaient traités au niveau de l'arbitrage. Donc, ce que je reprochais aux compétitions dans lesquelles je suis allé, attention, encore une fois, je ne parle pas du niveau national, je ne parle pas au championnat de France, je parle plutôt au niveau départemental, régional. Ce que je reprochais dans les compétitions auxquelles j'ai pu aller, c'était le manque de pédagogie de certains arbitres. Il y avait certains arbitres qui voulaient te mettre rouge, pour te casser, te faire comprendre, non, c'est pas comme ça, mon petit garçon, c'est autrement, et qui t'expliquaient pas simplement, écoute, là je t'ai mis rouge parce qu'il te manquait un petit peu de descente, ou alors parce que au bench, t'as pas bien stabilisé la barre avant de la sortir, ou quoi que ce soit. Et donc, au lieu de simplement crier et dire ouais, c'est de la merde, je me casse, je me suis dit, ok, est-ce que moi j'ai moyen de passer mon arbitrage, de devenir arbitre, et du coup de mettre en avant une forme d'arbitrage centrée autour de la pédagogie. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon arbitrage, j'ai passé l'épreuve théorique de l'arbitrage, j'ai passé l'épreuve pratique de l'arbitrage et je suis dorénavant arbitre de niveau régional en FF Force. Et ça, c'est ouvert à n'importe qui. Vous vous rapprochez de votre président de ligue, vous demandez à ce que soit organisée une épreuve théorique de l'arbitrage. Elle est organisée, vous l'avez, vous passez l'épreuve pratique, vous êtes arbitre, c'est terminé. Donc moi, dorénavant, je suis arbitre. Et du coup, au lieu de simplement critiquer, et attention, je ne dis pas que c'est ce que Baptiste fait seulement, parce qu'il propose des idées, etc. Et je ne sais pas ce qu'il a fait, lui, au niveau de son organisation et de son implication dans sa fédération, mais simplement de manière générale, au lieu de simplement critiquer, le but, c'est de dire, ok, qu'est-ce que moi je peux faire de différent? En quoi est-ce que moi je peux créer une différence? Et le faire. Et je l'ai fait au niveau de l'arbitrage, mais je l'ai aussi fait au niveau de l'organisation des compétitions, puisque ça m'est arrivé, via mon club, d'organiser des compétitions à différents endroits, et on s'assurait que les athlètes aient le matériel, on s'assurait que l'organisation soit bonne pour les athlètes, qu'ils aient le temps de passer, qu'ils aient le temps d'avoir le repos qu'il fallait, et également au niveau de l'arbitrage, évidemment. Là-dessus, Baptiste en a parlé dans le podcast, oui, l'arbitrage. Alors, déjà, encore une fois, l'arbitrage dépend de l'arbitre qui est en face de vous, en fait. Donc on ne peut pas reprocher l'arbitrage de la fédération basé sur la mauvaise expérience d'une ou même 5 ou même 10 personnes qui ont eu une mauvaise expérience avec l'arbitrage, puisque pour autant de personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec l'arbitrage, il y a autant de personnes qui ont eu des bonnes expériences avec l'arbitrage. Mais effectivement, de mon point de vue, j'ai aussi observé quelques mauvaises tendances sur l'arbitrage. C'est pas forcément un arbitrage trop strict ou quoi que ce soit, mais c'est un arbitrage, encore une fois, pas pédagogique. Et pour moi, l'arbitrage doit être pédagogique, que ce soit en force ou dans tous les sports de manière générale. Le but, c'est que l'athlète comprenne ce qu'il doit faire, comprenne ce qu'il ne doit pas faire, et du coup, qu'il ait une idée la plus représentative possible de si j'agis comme ça, est-ce que mon mouvement va être validé ou non? Et c'est ça le but. Donc,
ça, pour le coup, c'est vraiment des petites anecdotes qui, de mon point de vue, ne reflètent pas grand-chose, puisque, encore une fois, moi, je pourrais parler de l'expérience que certaines personnes m'ont rapportée de compétition en WPC, mais je ne pourrais pas dire la WPC, c'est une fédération de merde, parce que j'ai eu 10 ou même 50 DM de personnes pour qui ça s'est mal passé. Et là-dessus, je trouve que Baptiste est un petit peu malhonnête dans le podcast, puisqu'il dit ce genre de choses, ça n'arrive pas en WPC, mais c'est faux. Ça arrive autant en WPC que ça arrive en FF Force, mais le but, c'est pas de se dire du coup, c'est des fédérations de merde, c'est de dire, ok, ces compétitions-là, où il y a eu autant de choses, entre guillemets, qui se sont mal passées, il faut faire quelque chose. Soit sanctionner les organisateurs, soit faire en sorte que les organisateurs soient mieux aidés, soient mieux cadrés, orientés, lors de la prochaine échéance, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. L'erreur est humaine, on peut se tromper une fois. Effectivement, si on se trompe plus d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, de manière récurrente, et qu'à chaque fois, ceux qui se font avoir, c'est les athlètes, là, c'est pas bon pour le sport. Mais du coup, en fait, c'est pas bon pour le sport, c'est pas bon pour la fédération. Dites-vous bien que si la fédération perd 50 athlètes parce que c'est des athlètes qui ont été maltraités au niveau départemental ou régional, ça fait pas les affaires de la fédération. Le but de la fédération, c'est d'avoir un maximum d'athlètes. Donc la fédération, la stratégie, c'est pas cartonner tous les athlètes, vous mettez que du rouge, comme ça, on les fait dégager. Non, c'est pas du tout ça. Le but, c'est au contraire que les athlètes soient bien traités. Et quand les athlètes sont maltraités, c'est pas la normalité, c'est un dysfonctionnement. Et du coup, très souvent, je vous le dis, très souvent, la fédération n'est même pas au courant que cette compétition s'est mal passée. Moi, personnellement, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des présidents de ligue et où je leur ai fait remonter certaines informations que j'avais pu moi-même, de mes yeux, constater lors de certains événements. Et ils étaient abasourdis par ce qui s'était passé, mais ils n'étaient pas au courant, puisque, encore une fois, la fédération, l'entité fédération organise les stratégies générales et pas la compétition qui va avoir lieu dans ton département le samedi 14 avril. Je profite de parler de l'arbitrage pour évoquer un point sur lequel Baptiste est intervenu et je vais être franc avec vous. Comme je l'ai dit, mon but c'est pas d'être le petit chien de la FF Force, c'est pas du tout mon but. Je suis affilié à la FF Force, je suis membre de l'équipe de France FF Force, donc évidemment c'est la fédération que je décide de supporter, de soutenir. Mais je veux reconnaître aussi ses travers. Quand je suis arrivé en FF Force, donc encore une fois c'était en 2016, j'ai observé, je vais pas dire que c'était du copinage, mais j'ai observé une opacité. J'ai pas compris comment certaines sélections étaient faites. J'ai pas compris comment certains athlètes concouraient ou non à certaines échéances et pourquoi moi, par exemple, qui avais fait des minima lors de mes premières compétitions, j'ai pas été, on va dire, ne serait-ce que contacté par le sélectionneur ou qui que ce soit d'autre. Je faisais mes compètes, je faisais les minima, rien. Je rentrais chez moi le soir, rien. Donc je me disais, mais à quoi ils servent les minima si je fais les minima européens ou quoi que ce soit, et derrière, j'ai même pas un coup de fil, on vient même pas me voir pour me dire, écoute, voilà, là il faut que tu fasses ça si tu veux intégrer l'équipe de France ou quoi, parce que mon objectif c'était d'intégrer l'équipe de France. Donc là-dessus, je donne un point à Baptiste, puisque je comprends cette sensation qu'il y a de copinage. Après, encore une fois, les petites histoires de il y a un tel qui m'a dit que il y a ça qui a fait ci. Bon, les histoires comme ça, moi j'ai un pote qui aurait été champion du monde au 100 mètres si jamais il n'avait pas pris une flèche dans le genou en 94. Voilà, on les connaît toutes ces histoires-là. Même si c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie pour 50 autres fausses. Moi j'ai eu des histoires absolument phénoménales en WPC aussi. Je me base pas là-dessus pour dire que la WPC c'est pas une bonne fédération ou quoi que ce soit. Les histoires individuelles de certains athlètes, il y en a dans tous les sports. Il y a eu des drames en foot, il y a eu des drames au basket, il y a eu des drames en boxe, il y a eu dans tous les sports. Donc là-dessus, c'est complètement utopiste de croire que la FF Force c'est tout blanc tout propre ou que la WPC ou n'importe quelle autre fédération c'est tout blanc tout propre. Pas du tout. Je pense que c'est plutôt ce sentiment ou cette opacité qu'il y avait avant qui crée cette sensation d'incompréhension de la part des athlètes et j'ai été de ce côté-là puisque j'étais dans l'incompréhension de faire des minima en compétition et je rentrais chez moi le soir et puis c'est comme si j'avais même pas fait la compète en fait aux yeux de la fédération alors que pour moi je pensais que faire un minima la fédération allait être contente puisque ça veut dire tiens peut-être un athlète avec du potentiel et on va voir ce que ça va donner. Cependant la FF Force comme tout fait des erreurs, apprend et progresse et dorénavant là je peux vous l'assurer la FF Force, que ce soit son président Stéphane Atto ou le sélectionneur, le directeur technique national Fabrice Magrin
font des interventions publiques, il y a des vidéos sur YouTube, ils ont fait des podcasts où ils expliquent, voilà, vous voulez intégrer l'équipe de France, c'est comme ça qu'il faut faire, vous voulez faire ci, c'est comme ça qu'il faut faire, et tout est 50 fois plus clair. Et je pense que vous en conviendrez, encore une fois je vais faire le parallèle avec le foot parce que c'est un sport qui parle à tout le monde, on est d'accord que c'est Didier Deschamps, le sélectionneur, qui décide de qui intègre l'équipe de France ou non. Et il le décide sur la base de performance. Donc, du point de vue de Didier Deschamps, il va sélectionner tous les joueurs de foot cohérents, pertinents dans l'équipe. Et évidemment qu'à côté de ça, pour les... alors honnêtement, là vous allez me tirer dessus, mais je ne sais pas exactement combien de membres par sélection, je dirais 24, quelque chose comme ça. Mais pour le nombre de membres sélectionnés, il y en a autant, voire 50 fois plus, qui vont se plaindre, qui vont dire bah, attends, mais moi j'avais le niveau, pourquoi il ne m'a pas sélectionné? Donc en fait, ça existe partout. Le côté, voilà, moi j'ai le sentiment que je dois être sélectionné, mais si lui ne me sélectionne pas, c'est qu'il est bête et qu'il n'a rien compris. Donc voilà, mais c'est de moins en moins opaque, et encore une fois, je peux comprendre cette idée de copinage, mais voilà. Sur le copinage, sur l'arbitrage, alors là par contre c'est faux. Alors, encore une fois, je ne sais pas à quand remonte, on va dire, les dernières fois où Baptiste s'est intéressé aux compétitions, on va dire niveau national ou plus, en France. Personnellement, je suis connu dans le milieu, je le reconnais, pour faire des squats pas toujours très convaincants. Eh bien, je peux vous dire que à aucun championnat, on ne m'a fait de cadeau. Et là-dessus, je ne vais pas juste vous dire oui, moi je vous le dis. Je mettrai, alors si on retrouve les images évidemment avec mon manager YouTube, si on retrouve les images du dernier test match hélico, qui était donc un test réservé aux athlètes de haut niveau en France, en force athlétique, en FF Force. Si vous voulez voir, donc j'ai validé 2 squats sur 3. Et les 2 squats que j'ai validés, à chaque fois j'ai pris une lumière rouge. Ça veut dire qu'en gros, c'était pas un squat très convaincant. Donc c'est passé, tout comme ça aurait pu ne pas passer. Et j'ai déjà eu plusieurs rouges au squat de manière assez fréquente. Je travaille dessus. Force à moi. Donnez-moi du love en commentaire, mais vous avez compris l'idée. Et l'IA, donc Priscilla Bavoil, qui est actuellement la meilleure athlète féminine en France et qui est actuellement, de mon point de vue, la meilleure athlète dans sa catégorie au monde et je pense de manière générale, mais bon, ça c'est sujet à débat. Elle a eu son 3e squat refusé au test match hélico pour manque de descente. Donc, si on chouchoutait les athlètes favoris, l'IA aurait eu son squat validé, et moi, qui suis actuellement le meilleur athlète à l'indice masculin en France, j'aurais eu mes squats validés. Enfin, j'ai eu mes squats validés, mais j'aurais eu 3 blancs. C'était pas du tout le cas, et j'invite n'importe qui à regarder les replays, les rediffusions qui sont disponibles sur YouTube des 2-3 dernières éditions des championnats de France, et vous verrez l'arbitrage de vos propres yeux. L'arbitrage est rediffusé sur YouTube, donc si la fédération faisait des énormes cadeaux aux athlètes stars, entre guillemets, je pense pas qu'il laisserait les replays sur YouTube pour que tout le monde puisse regarder et tout le monde puisse juger. Donc là-dessus, le mieux à faire, c'est d'aller voir sur la chaîne de la FF Force les replays et de vous faire votre propre avis sur l'arbitrage. Je vous le dis vu que je le vis, au contraire, en tant qu'athlète star en FF Force, j'ai le sentiment que les arbitres me connaissent et les arbitres du coup, font en sorte de m'arbitrer le plus strictement possible parce que justement, ils savent que je vais aller au niveau international et ils savent que si je veux aller au niveau international, il faut que mes mouvements soient convaincants pour l'arbitrage international. Donc au contraire, les athlètes stars, on a encore plus de chances d'être cartonnés au niveau de l'arbitrage que l'inverse. Et encore une fois, si vous voulez vous faire votre propre avis, vous allez juste sur YouTube, vous regardez les replays et vous verrez ce qu'il en est de vos propres yeux. Par rapport à l'arbitrage, il y a un autre aspect que je vais très rapidement évoquer. Baptiste disait que le règlement IPF et donc le règlement FF Force étaient débiles et qu'on était les seuls à utiliser ce règlement. Alors là-dessus, honnêtement, je pense qu'un règlement sportif, c'est un règlement sportif. Le but, justement, encore une fois, de l'IPF et de la France en force, c'est justement de se distinguer des autres fédérations, encore une fois, et l'objectif, c'est de mettre un nombre de règles en place pour créer une dynamique dans le sport. Donc honnêtement, pour être tout à fait franc, quand j'ai commencé la force, j'ai commencé directement en FF Force, et donc que je puisse bencher sur la pointe des pieds ou sur les talons, honnêtement, personnellement, ça ne me changeait rien, et je pense que de manière générale, c'est pas une règle qui change énormément de choses pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, je ne sais pas, alors là-dessus, honnêtement, je vais dire, je ne sais pas s'il n'y a que l'IPF
où on oblige les athlètes et donc la FF Force à avoir les talons au sol ou non. Mais en réalité, je pense que la différence, elle n'est pas énorme. Et si là-dessus, Baptiste veut qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Je pense que je ne suis pas mauvais au développé couché comme lui. Au niveau du leg drive, personnellement, j'arrive à avoir un très bon leg drive avec mes talons au sol. Lui arrive à avoir un très bon leg drive avec la pointe des pieds. Voilà, je pense que là, c'est juste un règlement sportif. Quand on est dans une fédération, on applique le règlement de la fédération. Et ça ne sert à rien de tergiverser 50 ans sur les règles mises en place. Maintenant, s'il y a des règles qui sont de manière objective désastreuses pour le sport, on les change. Mais sinon, voilà, je pense que là-dessus, on n'a pas forcément énormément de choses à dire. Le règlement sportif est celui qu'il est. On l'accepte ou non. Et quand on s'inscrit, on s'inscrit. Quand je m'inscris au foot, j'apprends les règles. J'apprends la règle du hors-jeu, j'apprends la règle du truc. Et puis, j'adopte et je les applique lors d'un match. Et si je ne les respecte pas, je suis sanctionné. C'est comme ça. Quand je vais m'inscrire au foot, je ne vais pas dire le règlement il est pourri. Non, c'est le règlement du foot, je l'applique et puis c'est réglé, quoi. Alors, il y a un autre aspect sur lequel Baptiste a un peu communiqué, qui est donc l'aspect de la différence de niveau. Et pour ça, il a donné l'exemple de sa compétition à lui, où il avait invité des athlètes internationaux, des athlètes français, et il n'y a aucun des athlètes français, notamment FF Force, qui ont répondu positivement à son invitation. Déjà, encore une fois, tu ne peux pas vraiment te baser sur le fait que toi, tu as voulu faire une compétition une fois, que tu as invité des athlètes et qu'aucun l'ait fait, pour dire, tous les athlètes en FF Force, c'est des baltringues qui n'ont pas un vrai niveau. Je pense que c'est un peu facile de se baser sur 10 athlètes individus, donc c'est pas 10 athlètes comme ça, c'est 10 individus que tu as cités, et de dire parce qu'eux ils n'ont pas voulu faire, tous les athlètes FF Force ils n'ont pas de niveau et c'est des baltringues. Honnêtement, je le dis de manière objective et publique, si j'avais été invité, alors bon, peut-être que je faisais même pas de force à ce moment-là, je sais pas de quand ça date, puisque j'ai commencé la force assez tardivement. Si j'avais été invité et que j'avais eu le feu vert de la FF Force, de la fédération, j'aurais fait cette compétition parce que là, je te rejoins. Je pense que le fait de partager une plateforme avec des athlètes internationaux extrêmement forts, mais c'est genre un kiff absolu. Et là-dessus, tu peux pas te référer à la mentalité de 10 athlètes individuels spécifiques pour dire voilà l'entièreté de la mentalité en FF Force. Et là-dessus, du coup, j'ai trouvé l'argument un peu facile de dire de toute façon, FF Force, ils n'ont pas le niveau et c'est pour ça qu'ils sont en FF Force. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris les records mondiaux WPC et les records mondiaux IPF. Donc WPC FF Force, en gros, au niveau mondial, juste pour un élément de comparaison rapide. Mon but, c'est pas de dire en WPC ils sont rincés, en FF Force ils sont trop forts, c'est juste de montrer que la disparité de niveau n'est pas si grande. Et puis, je pense que de manière objective, si on devait trouver une fédération meilleure objectivement du point de vue des records, là je donne pas mon avis personnel, je dis au niveau des records, du coup c'est plutôt l'IPF FF Force qui gagne. Donc, en moins de 59-60, le record c'est 545 en WPC, 669 en IPF, 665 en moins de 67 contre 705 en moins de 67 en IPF. Donc deux catégories sur lesquelles l'IPF gagne. Troisième catégorie 715 versus 790, 4 pour l'IPF. Quatrième catégorie 760 versus 833, 5 pour l'IPF. Sixième catégorie 792 versus 853, 6 pour l'IPF. Septième catégorie du coup 920 versus 895, encore pour l'IPF. Là, cette fois, c'est pour la WPC. Et sur les deux dernières catégories, c'est 955, 978 IPF, 965, 1105 IPF. Donc, sur toutes les catégories que j'ai listées, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 8 catégories que j'ai listées, il y en a 7 où l'IPF gagne et une où la WPC gagne, du point de vue des records absolus au total. Et donc, du coup, encore une fois, le but de mon argument n'est pas de dire en IPF on est les plus forts, mais c'est de dire si disparité de niveau il y a, elle est plutôt dans l'autre sens que dans celui dans lequel Baptiste essaye de nous convaincre. Les résultats que je viens de vous donner sont les résultats WPC genouillère et IPF genouillère. J'ai même pas pris en compte dans le calcul la deadlift bar, parce qu'en WPC j'utilise une deadlift bar qui rajoute quelques kilos au deadlift en fonction des athlètes. Ça peut être 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg en fonction des athlètes. Donc en plus de ça, les totaux WPC sont entre guillemets gonflés par rapport aux totaux IPF par rapport à cette deadlift bar. Mais à côté de ça, évidemment, on peut prendre d'autres corps, par exemple WRPF, etc., que j'ai eu un peu plus de mal à retrouver parce que souvent c'est en russe, etc. Mais là aussi, pareil, c'est avec deadlift bar et tout. Donc, en réalité, le but de mon argument, encore une fois, n'est pas de dire en IPF on est les meilleurs, mais c'est de dire la disparité de niveau n'existe quasiment pas.
il y aura que très peu de différence de niveau et ça dépend souvent de la catégorie et ça dépend des individus. Mais je pense qu'en réalité, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas tant de différence de niveau que ça. Et si différence de niveau il y a, à critères et à conditions égales, c'est en IPF qu'on aura le meilleur niveau. Donc, encore une fois, je reprends un peu le fil du début, si on détermine la légitimité d'une fédération par rapport à son niveau, à savoir on veut le meilleur niveau possible, l'IPF n'est pas du tout illégitime, au contraire, elle est peut-être plus légitime que les autres fédérations. Au niveau du niveau, encore une fois. Au niveau du niveau, ça fait un peu doublon, mais vous avez compris l'idée. Enfin, je vais évoquer un dernier aspect par rapport aux fédérations et après on passera au dopage. Un des critères que Baptiste a utilisé, c'est l'organisation. Les critères d'organisation, dire qu'une compétition FF Force IPF, c'est moche, ça ressemble à rien, et au contraire, les autres compétitions, c'est magnifique. Alors, mais là-dessus, encore une fois, ça dépend des compétitions auxquelles tu es allé. Ça dépend de ce que tu as vu. Évidemment, je me doute, encore une fois, par rapport à l'affiliation de Baptiste, que Baptiste est plutôt allé voir des compétitions WBC, WRPF, etc. Et donc, il a tendance à pas regarder ou à moins regarder l'IPF ou la FF Force. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'IPF, je crois, a organisé ses premiers championnats du monde RAW en 2015 ou 2016. Je crois que c'est 2015. Donc, et sachant qu'en 2020, il n'y a pas eu de championnat du monde, ça veut dire qu'il y a eu des championnats du monde 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Ça veut dire qu'il n'y a eu que 5 années où l'IPF a organisé des championnats du monde RAW. Donc, vous vous doutez bien qu'en 5 ans, on n'a pas le temps de faire des choses exceptionnelles, là où les autres fédérations comme la WPC ou la WRPF sont en place depuis plus longtemps, ont peut-être probablement plus de moyens et donc peuvent organiser des shows peut-être plus grands. Mais là-dessus, je rejoins Baptiste qu'on a moins cette culture du show à l'IPF ou en FF Force que dans d'autres fédérations. Mais la raison, elle est reliée à ce que j'ai dit précédemment. Le but, c'est d'essayer de ressembler à un sport, entre gros guillemets, professionnel. Donc, quand vous allez voir un match de Champions League ou un match, je sais pas, une finale de Ligue 1 ou peu importe, finale de Ligue 1, ça veut rien dire, mais vous avez compris, un match de Ligue 1, on voit deux équipes professionnelles qui s'affrontent. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de cracheur de flammes, il n'y a pas de concours de gifles avant, il n'y a pas. Voilà, c'est professionnel, le sport, on est venu voir du foot, il y a du foot, terminé. Après, je veux bien, je peux comprendre que les sports sont différents et donc du coup, on a un peu plus cette culture de l'impressionnant en force et que voilà, peut-être que avoir, je sais pas, un concours de claques en même temps qu'un concours de bench ou quoi que ce soit, ça peut être folklorique, ça peut être intéressant, ça peut mettre en avant des qualités athlétiques, masculines, viriles, etc. Peu importe. Oui, mais la direction qu'essaye de prendre la FF Force et l'IPF n'est pas cette direction, c'est au contraire la direction la plus neutre possible et de montrer le sport et rien que le sport, avec le moins de fioritures possible et en se concentrant sur la performance sportive qui est réalisée de manière neutre et sobre. Donc là après c'est juste une question de préférence individuelle. Honnêtement, moi j'ai vu des compétitions évidemment en live, en rediffusion, par exemple l'US Carn Open, des choses comme ça, où il y avait vraiment le côté un peu plus chaud et ambiance, et j'ai trouvé ça incroyablement cool. Et à côté de ça, j'ai participé au championnat du monde RAW en 2019 en Suède, et j'ai trouvé ça tout aussi cool et tout aussi professionnel. Mais c'était deux ambiances complètement différentes. Donc là, c'est juste, on va dire, une espèce de sensibilité propre et personnelle qui peut être différente en fonction des individus. Probablement que celle de Baptiste est différente de la mienne, mais je peux pas dire du coup, ouais, WPC, c'est des gogoles, ils font des compètes, c'est des clowns, ils mettent des concours de claques et des cracheurs de feu. Bah non, je pense que ça peut être très intéressant à regarder et probablement que si tu es sur place au moment où ça se passe, ça doit être fou de voir des trucs de ouf dans tous les sens, d'avoir vraiment un gros show, une grosse ambiance à l'américaine entre guillemets. Et à côté de ça, le fait d'être au championnat du monde IPF, ça a une autre saveur, c'est un peu plus entre guillemets épuré, sobre, neutre. Mais moi, ça me plaît tout autant des deux côtés. Donc voilà, ça c'est encore une fois simplement de la préférence individuelle. Et je ne peux pas déterminer et dire que cette fédération, elle est plus nulle que l'autre sous prétexte que c'est différent à ce niveau-là. Un dernier aspect sur lequel je veux revenir, c'est l'aspect du dopage.
C'est un gros sujet, honnêtement c'est un gros sujet, je vais essayer de faire assez court parce que je crois que j'ai déjà fait une vidéo ou deux où j'en parle et là mon but ça va être d'essayer de présenter un maximum d'éléments objectifs, encore une fois. Alors déjà je vais commencer par dire ceci, je pense que toutes les déclarations du style, de toute façon à haut niveau ils sont tous chargés, à haut niveau ils sont tous dopés, ça a la même valeur argumentative que si je vous disais que j'ai une licorne, là juste là, hors champ, que vous la voyez pas, et je vous dis j'ai une licorne. Et si vous ne me croyez pas, vous êtes bête. Moi, honnêtement, quand on me dit ça, j'accorde la même valeur à ça. C'est une déclaration qui n'est basée sur rien d'autre que vous, votre avis, votre opinion, et vous obligez les autres à vous croire sans amener un seul élément argumentatif pour essayer de convaincre, pour essayer de faire prendre conscience à votre interlocuteur de la réalité de la situation. Donc, j'aimerais qu'on laisse de côté cet argument de toute façon à ce niveau-là, ils sont tous dopés. Moi, je vais essayer de vous apporter un maximum d'arguments objectifs. Mon but n'est pas de vous convaincre qu'en FF-Force ou en IPF, tout le monde est naturel. Ce n'est pas le cas. Tout le monde n'est pas naturel. C'est pour ça qu'on a des contrôles antidopage. C'est pour ça qu'on a des athlètes qui se font prendre au contrôle antidopage. Mais je vais vous donner un maximum de contexte et d'informations. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il y a l'IPF et il y a les fédérations nationales. Même si les fédérations nationales sont sous le spectre de l'IPF, chaque fédération nationale a sa propre stratégie pour ce qui est des contrôles antidopage. Donc, ce que je vais vous dire ne s'applique qu'à la France, puisque je suis français, je suis soumis aux règles françaises, et donc je ne sais pas concrètement à quelles règles sont soumis les Américains en compétition. Donc, il y a deux genres de tests de manière générale. Il y a les tests en compétition et il y a les tests hors compétition. Les tests en compétition, là-dessus, je vais rejoindre Baptiste, ça n'a pas une grande valeur. Je vais vous dire pourquoi, c'est simple. Vous connaissez la date du test. Mettons que j'ai une compétition le 15 mai, je sais que j'ai une compétition le 15 mai. Et donc du coup, si jamais je suis dopé et que c'est une compétition où je vais être testé, je peux m'arranger, je ne dis pas que je vais, je dis je peux m'arranger pour faire en sorte de ne plus être positif à aucune substance dopante le 15 mai. Ah bon? C'est pas à la portée de tout le monde, très loin de là, mais c'est faisable. Si vous êtes bien encadré, vous pouvez faire en sorte d'être clean à un test daté. Donc vous savez que la compète a lieu le 15 mai, vous faites ce qu'il faut pour arrêter avant, et le 15 mai, votre test est clean. Donc, effectivement, par rapport à cet aspect-là, je rejoins Baptiste, le fait d'avoir un test négatif ne veut pas dire que vous n'êtes pas dopé, puisque vous vous êtes dopé avant, vous avez arrêté, vous avez passé votre test, vous êtes clean, vous continuez, mais vous vous êtes effectivement dopé. Et donc, ce test-là, c'est le test général, global, qui chope des gens, croyez-moi, c'est simple, vous allez sur le site FF-Force, vous avez la liste des sanctionnés, vous allez sur le site IPF, vous avez la liste des sanctionnés, au pire ce que je fais c'est que je mettrai les sources en description avec un petit lien, vous pourrez checker ça vous-même, mais ces tests fonctionnent. Ces tests ne sont pas parfaits, mais ils fonctionnent. À côté de ça, en France, et je répète, en France puisque ça se passe comme ça ici, vous avez ce qu'il appelle une liste, donc tests hors contrôle prioritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous fait comprendre que vous allez être placé sur cette liste. On ne vous demande pas votre avis, on vous dit vous allez être placé sur cette liste. C'est ce qui m'est arrivé cette année, depuis mi-mars, je crois, quelque chose comme ça, début ou mi-mars. Je suis sur liste de tests hors compétition prioritaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je remplis, au pire on verra si on peut vous mettre une capture d'écran rapide ou quoi, je remplis un calendrier, que vous avez un planning, donc je remplis un planning tous les jours de la semaine, sur 3 mois à l'avance, donc je fais trimestre par trimestre, et je dis voilà où je suis le lundi 14 avril de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure. Voilà où je suis le mardi 15 avril de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure. Et en fait, vous renseignez tout ce que vous faites, partout où vous êtes, et il y a un créneau horaire où vous êtes obligé d'être à l'endroit indiqué. Par exemple, moi je sais que je suis chez moi toujours de 13h à 15h. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce créneau en créneau prioritaire. Et donc, si je suis contrôlé sur ce créneau et que je ne suis pas à l'endroit que j'ai indiqué, donc chez moi dans mon cas de 13h à 15h, je prends un avertissement. Au bout du 3e avertissement, donc vous prenez un avertissement, deux avertissements, 3e, vous êtes considéré comme avoir échoué au contrôle antidopage et donc vous êtes considéré comme dopé, même si vous n'avez aucun test positif. À côté de ça, le fait d'être sur liste test hors compétition, ça veut dire que n'importe quel jour, donc demain par exemple, là je suis en train de faire cette vidéo, il est 5h du matin, donc peut-être que dans 8h, donc à 13h, j'aurai des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage qui seront devant ma porte, qui vont toquer et qui vont venir me faire
un contrôle urinaire et un contrôle sanguin, et je ne suis pas au courant. Et pour le coup, vous voyez bien que là où la faiblesse du test précédent, c'était que vous connaissez la date du test, ce test-là, vous ne connaissez pas la date. En fait, je peux être contrôlé n'importe quel jour, et si je refuse un contrôle sur le créneau que j'ai indiqué, soit parce que je ne réponds pas, soit parce que je ne suis pas là ou peu importe, je prends un avertissement, et au bout du 3e avertissement, c'est comme si j'avais raté un contrôle. Donc là, vous vous rendez bien compte que cette stratégie de jouer avec les dates par rapport aux substances que vous prenez, elle est infaisable, puisque j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence, puisque demain, je peux être contrôlé. Et vraiment, là, c'est un titre purement informatif. En France, on est actuellement 4 sur cette liste, en force, en FF Force. Et dans les 10 derniers jours, tous les 4, on a été contrôlés en inopiné chez nous à des dates différentes. Il y a eu d'abord une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, de manière complètement aléatoire. Et là-dessus, je vais vous simplement donner une autre anecdote. Je fais partie d'un des clubs où il y a le plus grand nombre d'athlètes. Un des clubs, j'ai bien dit un des clubs, j'ai pas dit le club, ou un des clubs où il y a le plus grand nombre d'athlètes forts en FF Force. L'année dernière, sachant qu'aucun de nous n'était sur la liste, l'année dernière, on a tous eu pendant 2 à 3 mois des contrôles inopinés chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a sur le site de l'AFLD, je mettrai le lien en description encore une fois, il y a un formulaire que vous pouvez remplir de manière anonyme et dire voilà, par exemple, je pense que cet athlète-là est dopé, j'ai des éléments qui me permettent de le dire. Et donc, du coup, quand vous envoyez ce formulaire, l'Agence française de lutte contre le dopage reçoit le formulaire et elle décide des suites à donner. Et quand vous avez une licence en FF Force, vous êtes obligé de vous soumettre à ce contrôle. Et le fait de ne pas vous soumettre à ce contrôle vous engage et peut faire en sorte que vous soyez sanctionné et donc du coup, encore une fois, considéré comme étant dopé puisque vous avez refusé un contrôle de l'AFLD, donc l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc même si vous n'êtes pas sur cette liste, vous pouvez être contrôlé à n'importe quel moment. Je viens de vous décrire le déroulement normal du fonctionnement antidopage en France, en FF Force. Évidemment, là-dessus, je ne suis pas en train de vous dire, du coup, on est tous naturels. Je suis en train de vous dire, voilà les garanties, voilà les moyens de lutte de la FF Force, de la FLD, donc l'Agence française de lutte contre le dopage, pour s'assurer un maximum, je dis bien un maximum, d'un sport clean. Alors, là-dessus, évidemment, il y a forcément des arguments, des contre-arguments que je connais, et je vais simplement donner déjà des éléments de réponse à ces contre-arguments, et après, s'il y a d'autres éléments, ça se passera en commentaire. Premièrement, les contrôles existent, j'ai des papiers pour le prouver avec des numéros de dossier à la FLD. Pour ceux que ça intéresse, bon, je vais évidemment pas mettre publiquement tous mes numéros de dossier à la FLD, mais pour ceux que ça intéresse, j'ai les preuves en tout cas, je pourrais zipper un peu, flouter un peu et vous les montrer. Mais voilà, donc c'est l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc en fait, c'est pas la FF Force qui fait les contrôles et donc du coup qui peut mettre sous le tapis les contrôles qui ne l'intéressent pas, c'est l'Agence française qui fait les contrôles. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Agence française, elle donne le résultat des contrôles et elle les donne pas à la FF Force, et la FF Force, c'est elle qui décide de les donner ou non. L'Agence française donne les résultats parce qu'au ministère des Sports, puisque l'Agence française fonctionne avec le ministère des Sports de manière générale, et après, c'est une communication entre le ministère des Sports et la FF Force. Donc, c'est pas la FF Force demande des contrôles, quand les résultats ne lui conviennent pas, ils les mettent sous le tapis, c'est pas du tout ça, c'est la FLD qui fait les contrôles, la FLD donne les résultats au ministère, et après, si vous êtes dopé, vous allez être sanctionné, et si vous n'êtes pas dopé, vous êtes négatif, c'est ok. Ça, c'était le premier point. Oui, c'est son tonton qui fait les contrôles. Non, c'est pas mon tonton qui fait les contrôles, c'est un agent de la FLD assermenté et qui rend des comptes au ministère des Sports. Deuxièmement, l'aspect, la substance magique indétectable. Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et bien ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Les gars, quand on parle de substances indétectables, souvent, c'est des substances qui ont des années d'avance sur les contrôles et qui par la suite finissent par se faire choper. Il suffit de voir toutes les histoires en haltérophilie, en cyclisme, etc. Vous pensez vraiment que n'importe qui va avoir les moyens de se payer une substance introuvable pour les tests, encore une fois, les tests AFLD sont les mêmes tests en force ou au football, par exemple. Donc, est-ce que vous pensez que quelqu'un a les moyens d'éviter de gruger un test officiel, au foot par exemple, et qui va s'en servir en FF Force pour gagner une poignée de main quand on est champion de France? Donc, vous avez une substance qui vaut peut-être des centaines de milliers d'euros et vous vous en servez pour gagner une poignée de main et pour faire des barres lourdes au squat. Je pense que très très peu, voire personne sur cette planète ferait ça et je l'annonce de manière officielle et publique. Si j'avais en ma possession ce genre de substance, donc la substance indétectable,
je m'en servirais vraiment différemment. Je pense que je la vendrais. Et je ferais des centaines de milliers d'euros. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Dans la vidéo, Baptiste dit, de toute façon, que tu tires en WPC ou en FFR, c'est pareil. Si t'es pas compétitif, tu t'en fous. Ben là-dessus, je suis pas du tout d'accord avec lui. Je pense que, personnellement, je respecte autant un athlète naturel qu'un athlète dopé qui ne s'en cache pas. Alors attention, après je dis pas il faut le crier sur tous les toits, mais quand tu es un athlète dopé et que tu concours dans des fédérations non testées, pour moi c'est clair, ça veut dire ce que ça veut dire, tu es dopé, tu concours dans du non testé, tu es là où est ta place. Quand tu es dopé et que tu concours chez les testés, là par contre, entre nous, tu es un enculé. Je dis ça, je dis rien. Je pense que Baptiste là-dessus a tort. Je pense que notre sport, la manière dont il est pratiqué en France, justement, en vrai, je pense que si jamais je devais trouver un intérêt au fait qu'il y ait différentes fédérations, de mon point de vue, ce serait celui-là. Ce serait que vu qu'il y a différentes fédérations, il y a des fédérations où c'est non testé, il y a des fédérations où c'est testé. Tu es dopé, tu vas en non testé, tu es naturel, tu vas en testé. Et à côté de ça, il y a des sports où ce n'est pas le cas. Par exemple, le foot, il n'y a pas de fédération de foot dopée et de fédération non dopée. Enfin, testée, non testée. La seule fédération de foot, elle est testée. Et donc, du coup, les athlètes qui veulent tricher, ils veulent tricher, entre guillemets, ils veulent se doper, ils n'ont pas de cadre sportif, compétitif, autre que le cadre testé. Et donc, du coup, ce système, entre guillemets, oblige les athlètes qui veulent se doper à tricher pour concourir avec les autres. Là où dans notre sport, en réalité, vu qu'il y a des fédérations testées et des fédérations non testées, c'est à toi de faire ton choix. Si tu es dopé, tu veux te doper, tu vas chez les non testés, puisque il n'y a pas de test, par définition, tu sais comment a priori sont les autres. Et au contraire, tu veux être clean, naturel. Quand je dis clean, c'est pas avec clean, tu veux être semblant d'être clean, c'est clean parce que bon, ça va un peu tout et rien dire, mais tu veux être naturel, tu veux faire du sport naturel, sans dopage, tu as des fédérations où il y a des tests. Et donc du coup, encore une fois, je l'ai dit, les tests ne sont pas parfaits, mais les tests représentent une certaine garantie et ils peuvent te permettre de concourir avec d'autres athlètes qui sont soumis aux mêmes règles. Et le but du sport, c'est de mettre en place une égalité de moyens, pas une égalité de résultats. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, je fais 1 mètre. Alors, avant de faire de la force, je faisais un peu plus d'1m70. Là, je fais un peu moins d'1m70. Pour la simplicité de l'exemple, je vais dire que je mesure 1m70. Je mesure 1m70. Mettons que je vais être joueur de basket. Je vais aller en NBA. Bon, je pense qu'on sait tous après comment ça se passe. C'est rarissime les joueurs qui font moins d'1m80 et qui sont arrivés à ce niveau-là en NBA. Mais la NBA met en place des règles qui promettent une égalité de moyens. Ça veut dire que j'ai les mêmes chances concrètes que n'importe qui d'autre d'être un joueur NBA. Mais je n'ai pas le résultat de garantie. Par contre, l'égalité de résultat n'existe pas. Je suis soumis aux mêmes règles que les autres au basket, je suis soumis aux mêmes matchs, etc. Le panier est à la même hauteur pour tous et tout et tout. Mais au niveau du résultat, moi, d'1m70 avec mon allonge, je serais très loin du panier, là où un gars de 2m10 avec son allonge, quasiment, il dunk sans sauter. Donc, le but du sport, c'est de mettre en place cette égalité de moyens, mais pas de résultats. Et donc, là où je ne suis pas du tout d'accord avec Baptiste, c'est qu'il dit « tu t'en fous ». Ben non, parce que quand tu vas en tester, le sport, la fédération qui fait les tests, te garantit au maximum une égalité de moyens. Pas une égalité de résultats. Ça veut dire qu'effectivement, peut-être que tu seras 10e. Vous serez tous soumis aux tests, les mêmes tests, de la même façon. Et à côté de ça, les fédérations non testées promettent également une égalité de moyens, vu que personne n'est soumis à aucun test. Et donc, en fait, c'est simplement les deux revers d'une même médaille. T'es dopé, tu sais que tu seras à l'égalité de moyens avec les autres, en non testé. T'es naturel, tu sais que tu seras à l'égalité de moyens avec les autres en testé. Après, encore une fois, l'égalité de résultats n'est pas la même. Ça se trouve, tu vas être premier en non testé, ça se trouve, tu vas être 50e en testé. Si parce que tu es 50e, tu dis oui, les autres sont dopés, bon, là, je pense que c'est un peu une faiblesse. Et là-dessus, je rejoins Baptiste, pardon. Baptiste dit oui, je trouve qu'il y a un peu une espèce de forme de faiblesse. On essaye de se défiler, on essaye d'éviter de se confronter à la compétition. On essaye d'éviter de se confronter au niveau. Là-dessus, je le rejoins à 100%. Personnellement, c'est ce que j'ai observé aussi. C'est en train de beaucoup changer, attention. Mais voilà. Et donc, je trouve que c'est d'une facilité extrême de dire que les autres te battent parce qu'ils sont dopés.
c'est d'une facilité extrême et sans nom. J'en ai marre d'avoir honte. Je vais montrer à ma famille le genre d'homme que je suis vraiment. Pour finir sur ce sujet du dopage, je dirais une chose. Il est prouvé que la ceinture de sécurité réduit le risque qu'un accident de la route soit mortel. Est-ce que ça veut dire que quand vous avez votre ceinture de sécurité, vous êtes garanti de ne jamais faire d'accident mortel? Non. Mais avoir votre ceinture, en moyenne, va réduire votre chance d'avoir un accident mortel. Pour moi, les tests antidopage dans les fédérations testées ont cet effet de ceinture de sécurité en voiture. Le fait qu'il y ait des tests ne garantit pas que tous les athlètes dopés qui trichent, qui grugent, vont se faire prendre. Mais ça garantit un minimum, ça garantit une règle, ça garantit une structure. Et donc, il y a des athlètes qui se font prendre, encore une fois, de toute façon, ça sera en description et vous pourrez constater par vous-même, il y a des athlètes qui se font prendre. Et moi, personnellement, vu que je suis un athlète naturel qui concourt en FF Force, mon but, c'est pas de savoir que chaque athlète qui pose le pied sur un plateau FF Force va être contrôlé tous les jours de sa vie, parce que les moyens financiers qui devraient être mis en œuvre sont absolument juste colossaux et c'est juste impossible à faire, sauf si Bill Gates décide de faire un don à la FF Force. Bill Gates, si tu regardes la vidéo, s'il te plaît. Mais bref, vous avez compris où je veux en venir. Mais mon but, c'est de me dire, la fédération met en place tout ce qu'elle peut pour qu'il y ait un maximum de contrôle et que les contrôles soient établis avec le maximum de rigueur. Et moi, c'est ma ceinture de sécurité. Je me dis, ok, on réduit les chances que les athlètes dopés viennent en FF Force. On n'est pas à 0% de chance qu'il y ait des athlètes dopés, mais on réduit un maximum. Et on sait que chaque athlète dopé qui se fait prendre, si vous ne le savez pas, en France, quand vous faites prendre dans un sport justement avec un agrément ministériel, du coup rattaché au ministère des Sports, et que vous êtes dopé, vous avez une sanction pénale. Donc ça part au tribunal pénal, voilà, en France, en FF Force, encore une fois. Je me mets à la place d'un athlète qui fait de la compète dopé. Il y a deux fédés, une fédé testée où justement je risque d'être soumis au test, de me faire avoir et d'avoir une sanction pénale, et à côté de ça j'ai une fédé non testée où je risque rien et je vais juste faire mon sport et je vais kiffer, bah pour moi le choix il est vite fait, je vais là-bas. Surtout que, encore une fois, là où je rejoins Baptiste, c'est que le côté non testé a autant, voire plus de visibilité que le côté testé. Donc en fait ça servirait à quoi, étant dopé, d'aller du côté testé, là où j'ai moins de visibilité, enfin ou alors pas forcément moins mais autant de visibilité que le côté non testé. Sachant que, je l'ai dit précédemment, la différence de niveau n'est vraiment pas si colossale, voire il n'y a quasiment aucune différence de niveau, ou alors s'il y en a une, elle est infime, ou alors ça dépend des catégories. Donc, vis-à-vis de tout ça, voilà. Le but, c'est pas de vous dire croyez-moi, tout le monde est naturel, c'est pas du tout ça. Il y a des athlètes dopés en FF Force qui arrivent par chance ou par malice à passer entre les mailles du filet, mais tôt ou tard, on se fait rattraper, tôt ou tard, la police fait un toc-toc à 6h du mat. Non mais blague à part, vous avez compris. Tôt ou tard, la sanction va finir par tomber. Mais le but, c'est de décourager les athlètes dopés d'aller dans ces fédés, d'aller dans la fédé testée et d'aller dans l'autre fédé du coup. Vu que, encore une fois, dans notre sport, l'avantage d'avoir plusieurs fédés, c'est qu'il y a des alternatives testées, non testées. Et chaque athlète est libre d'aller là où il veut en fonction de sa situation. Je vais finir cette vidéo par une citation de Baptiste Marché lui-même qui dit j'ai l'impression qu'en force, t'as la mentalité Twitter de plus en plus. On se congratule de perfs qui ne sont pas vraiment énormes. Quand un mec a de vrais perfs, c'est que des insultes. Oui, t'es chargé. Baptiste, je pense que ta vidéo, malheureusement, ne va pas dans le sens de cette citation. Je pense sincèrement que le but de notre sport, personnellement, j'ai que de l'amour et du respect pour les autres athlètes du sport, que ce soit WPC, WRPF, je m'en fous complètement. Mon but en tant qu'athlète, powerlifter avant tout, c'est que notre sport grandisse, que notre sport soit pratiqué par de plus en plus de monde, qu'il y ait de plus en plus de visibilité, qu'il rayonne de plus en plus. Et voilà. Et moi, ce que j'aime dans notre sport, c'est justement la diversité absolue qu'il a. Tu as des fédés testés, des fédés non testés. Tu as des fédés où tu as des gros mecs archi balèzes, tatoués, machin, petite moustache remontée, on connaît, qui font que du bench. Tu as des fédés où il y a des femmes, clin d'œil à l'IA, de 63 kilos, qui font des perfs énormes. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on mette les performances en avant, encore une fois. Et là où, personnellement, je rejoins Baptiste, c'est que tester, dopé, pas dopé, je m'en fous.
si jamais l'athlète est dans la fédération qui lui correspond. J'apprécie autant regarder des compétitions de force US Cairn Open, WRPF, quoi que ce soit, où les athlètes ont un règlement différent du règlement auquel moi je suis soumis en tant qu'athlète, barre de deadlift, barre de squat, banc de genou, peu importe. J'aime autant regarder ces compétitions que j'aime regarder les compétitions IPF, du coup genouillère, barre rigide au deadlift, etc., etc. Donc je pense qu'au contraire, de se tirer dans les pattes en mode oui la WPC c'est grave bien, ah ben non la FF Force c'est de la merde, l'IPF, le but c'est qu'on regarde un peu tout ce qui se fait, qu'on apprécie la performance, qu'on mette la performance avant tout au numéro 1. Un athlète numéro 1 WPC, c'est un athlète numéro 1 FF Force, c'est pareil. Mais qu'on respecte à côté de ça les critères, tout ce qui est établi par le ministère, etc. Qui est une structure dans notre sport, mais qu'on respecte et qu'on apprécie les performances des uns et des autres en dehors des fédérations auxquelles elles sont rattachées. Aimons-nous, honnêtement, petit moment patriotique, mais aimons-nous en tant qu'athlètes français. Ça, je pense que c'est rare et qu'il faut le mettre en avant. Je pense que le fait qu'on soit tous athlètes ressortissants du même pays doit être un élément de réunion au-delà des clivages des fédérations ou des règles ou quoi que ce soit. Et je le répète encore une fois, j'ai autant de respect pour les athlètes WPC que pour les athlètes GPC, que pour les athlètes FF Force, que pour les athlètes WRPF et tout. Je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est la performance. J'aime les athlètes, j'aime les individus. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant en force. Donc, je lance un défi à Bench et Cigare officiellement. Pour le troll, je vais m'appeler Bench et Bonbon, puisque c'est le côté un peu soft du Bench et Cigare. J'organise une compétition en juillet qui s'appelle donc le Silent Worker Meet. C'est une compétition affiliée FF Force qui va être organisée par mes soins et les soins, entre guillemets, de mon crew. Donc, ce que je propose à Baptiste, c'est de venir à cette compétition, lui tout seul. C'est pas une histoire de bench et cigare, de visibilité, de pub, machin, pas de problème. On peut mettre ça d'accord entre nous, en privé, en DM. Je t'invite, toi, Baptiste Marché et non bench et cigare, à cette compétition pour que tu vois une autre compétition FF Force en 2021, pour que tu vois comment on organise nous à notre niveau, pour que tu vois quelles sont nos valeurs, les choses que nous on veut mettre en avant. Et je te propose, à l'issue de cet événement, de te faire peut-être un avis différent de celui que tu as. Encore une fois, juste l'amour du sport, le powerlifting, le bench, peu importe, on s'en fout. On aime faire des barres lourdes, on aime se challenger, on aime se donner à fond. Et là-dessus, je pense que toi et moi, on n'est pas si différents. Encore une fois, cette vidéo n'était pas du tout un clash. C'était simplement une vidéo de réponse parce qu'il y a des éléments que j'ai trouvés pas assez développés ou développés de manière un petit peu trop orientée. Peut-être que de mon côté, j'ai développé des éléments de manière orientée. Et si jamais il y a certaines personnes qui veulent en discuter, dans le respect, ça se passe en commentaire. Sur ce, les boys, je vous love, des bisous, des grosses barres et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Probablement, on parlera de bench du coup dans la prochaine vidéo pour un petit clin d'œil à Baptiste. Allez, ciao.